Bonjour à tous. On a une session aujourd'hui donc sur la santé des forêts avec trois interventions. Donc on aura une première intervention par Nathalie Bella, donc qui est DRUMRA à Nancy, à l'UNR Silva. Donc il va nous expliquer nos questions autour du dépérissement des forêts, donc des processus, on va voir qu'ils sont assez complexes. Après, on aura une intervention donc par Nicolas Viovi, pardon. Donc, lui qui travaille au CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris-Saclay. Donc, ça sera plus autour des questions de modélisation des interactions et donc sur les continuités qui vont du climat jusqu'aux végétaux. Et enfin, on aura une troisième intervention, après une petite pause, par Daniel Perron, donc, qui est historien du droit et juriste spécialisé dans les politiques agricoles et forestières. Donc, et après ces trois interventions, on aura du temps pour discuter et débattre de ces trois interventions. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Madame Breda qui va nous présenter ses travaux autour du dépérissement des forêts. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir permis de vous parler un petit peu de nos recherches. Donc moi, je suis un peu à l'interface entre deux communautés, celle de l'écologie forestière et celle de l'écophysiologie, c'est-à-dire de la compréhension des processus physiologiques qui sont modulés par les facteurs de l'environnement. Et je mène depuis, je dirais presque le début de ma carrière, des recherches sur les causes et les mécanismes qui aboutissent au fait que les arbres ne vont pas bien. Et donc, voilà, je vais essayer de vous résumer un petit peu les recherches qu'on mène en vous montrant les différentes, justement, approches méthodologiques et disciplinaires qu'on peut avoir. Et puis, je laisserai un peu ouvert à la fin pour ouvrir sur la discussion de ce qu'on peut faire pour aider les forêts à aller mieux. On peut parler d'adaptation, on peut parler de... Voilà, je veux dire pour que les forêts aillent mieux. Alors, en fait, j'aime bien commencer mes présentations par des petites revues, des gros titres de la presse, parce que ça, c'est quelque chose qui parle même aux non-spécialistes. Et j'ai souligné les mots qui font penser à la santé et qui font penser à finalement beaucoup de termes qu'on utilise en santé humaine. Nos forêts sont assoiffées, nos arbres sont malades, les frênes se meurent, le pin est à l'agonie, la forêt alsacienne est en souffrance. Donc là, on est presque dans quelque chose de plus large. Et puis, en fait, on parle de crise sanitaire en forêt, comme on a parlé de crise sanitaire au moment du Covid. Donc, finalement, ces titres révèlent beaucoup d'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire qu'on fait une grosse analogie en première approche entre la santé d'un forêt et la santé humaine, avec des termes qui relèvent de cette symptomatologie et de finalement quelque chose qui passe à pas en forme à arbre mort. Donc voilà, donc la santé, elle, dans ces gros titres, embarque aussi ce qui est finalement la mort des arbres. Alors moi, je ne vais pas vous parler de santé des forêts, je vais vous parler de dépérissement des forêts. Et je vais prendre une seconde pour vous donner notre définition de ce concept, en fait, et dans le sens qu'on donne dans la recherche française. En anglais, c'est plus compliqué. Il y a deux termes. Il y a forest decline, c'est vraiment la traduction de dépérissement, et il y a forest dieback, où là, c'est plutôt la mort des arbres. D'accord? Donc, nous, on parle de dépérissement, et notre définition du dépérissement, c'est un phénomène complexe, multifactoriel, qui se traduit par un affaiblissement durable, sur plusieurs années, de la vigueur des arbres et des peuplements. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette thématique-là, c'est que c'est compliqué, c'est multifactoriel, il faut associer des disciplines et il ne faut pas faire des recherches à toute vitesse parce que ça se passe sur plusieurs années. Alors j'ai souligné vigueur des arbres parce que c'est un terme tout mou, la vigueur des arbres. Donc il faut trouver des métriques pour caractériser la vigueur des arbres. Et donc on utilise plusieurs métriques, des critères qui sont utilisés pour ça.
Le premier, c'est l'état des cimes. Donc, on regarde les arbres, on dit il a une bonne tête, il n'a pas une bonne tête. Je vais vous expliquer ça. C'est ce qui est utilisé pour la surveillance de la santé des forêts à l'échelle européenne. On a un deuxième critère, dont je vous parlerai aussi, qui est la croissance radiale des arbres. On regarde dans leurs anneaux de croissance comment ils vont d'année en année. On peut aussi compter les morts. Ça, c'est finalement quelque chose qui est fait à l'échelle nationale par l'inventaire forestier. Et puis moi, en tant que chercheur en écophysiologie, je cherche des marqueurs plutôt physiologiques de la santé des arbres. Je vous en parlerai aussi en fin d'exposé. Alors le premier critère, celui qu'on appelle l'état des cimes. Donc ça, c'est ce qui est fait à l'échelle européenne. On regarde les arbres, et vous avez en haut des exemples, ici pour des résineux ou pour des feuillus. Ici, c'est du hêtre. Un hêtre en bonne santé, un hêtre qui commence à donner des symptômes un peu préoccupants, et puis on a un arbre très avancé qui a moins de feuilles que l'arbre de référence qui est celui-là. Donc le déficit foliaire, qui est l'observation qui est réalisée, c'est qu'on estime combien il manque de feuilles à cet arbre-là ou à cet arbre-là par rapport à un arbre de référence. Et donc, pour faire ça, on revient tous les ans, depuis 1989, sur les mêmes arbres qui sont numérotés en forêt. C'est ça qui illustre ma petite photo en dessous, c'est que ce sont les mêmes arbres qu'on vient voir tous les ans et on regarde comment évolue leur tête. Donc, l'Europe est couverte par un réseau qu'on appelle un réseau systématique. Tous les 16 km, on a balancé une grille sur l'Europe. Si le point, tous les 16 km, tombe en forêt, on installe une placette. S'il tombe dans les champs, il n'y a pas de placette et voilà. Donc, on a un échantillonnage qui est représentatif statistiquement de la forêt française. Et donc, les derniers rapports produits par ICP Forest, donc qui gère cette base de données européenne, eh bien, ils concluent que la santé des arbres se détériore en Europe. Et pour ça, sur les derniers résultats qui étaient disponibles, donc en 2023, on a à peu près un tiers des arbres à qui il manque au moins et plus que 25% de leur feuillage. Donc ça, c'est ce qui est représenté sur cette carte, c'est les couleurs. Donc les arbres qu'on considère comme débutants à être préoccupants, c'est ceux qui sont orange, rouge et noir. Donc vous voyez, en Europe, la répartition des arbres qui sont les plus préoccupants. Ici, je vous montre l'évolution entre 2010 et 2019 de l'état des arbres sur ce critère symptomatologique. Donc si c'est rouge, c'est que ça s'est dégradé, qu'il y a une augmentation du déficit de feuilles, donc l'arbre est à de moins en moins de feuilles. Si c'est vert, ça s'est amélioré. Si c'est gris, ça n'a pas bougé. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points rouges en Europe, qui signifie que les arbres se sont plutôt dégradés sur les 10 dernières années. Les gens qui font ces observations, on leur demande aussi, à dire d'experts, de noter pour eux quel est le facteur qui explique ce mauvais état de l'arbre. Et donc, ce qu'on observe dans cette base de données, c'est que les deux critères principaux qui sont cités comme étant responsables du manque de feuilles des arbres sont pour les accidents climatiques, la sécheresse, et pour les accidents liés plutôt à tout ce qui est organisme vivant, les défoliateurs. Ça se comprend bien, les défoliateurs, ça mange les feuilles, donc quand vous venez voir l'état de l'arbre, s'il a été mangé par un insecte, vous allez avoir moins de feuilles. Donc ça, c'est les deux critères. Et ça, c'est fait à dire d'experts. C'est-à-dire ces gens-là, ce sont des gens de l'Office national des forêts, des responsables de la forêt privée, des spécialistes de la santé des forêts qui ont observé les arbres. Ils ne font rien d'autre que de prendre des jumelles, de regarder les arbres, de regarder s'ils voient des insectes ou des choses comme ça, mais ils ne font pas de diagnostic plus précis. C'est toutes les espèces d'arbres confondues. Toutes espèces d'arbres confondues. Et donc après, on peut analyser par espèce. Mais là, je n'ai pas le temps de le faire, donc je vous montre que le global. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que, comme ça, à dire d'experts, il y a quand même une grande partie des arbres moches dont on ne sait pas expliquer pourquoi ils sont moches, comme ça, à dire d'experts. J'ai un peu bossé sur cette base de données, sur la partie française, et ce que nos recherches ont montré, c'est que le premier facteur qui explique que les arbres sont moches et sont de plus en plus moches, c'est l'âge des arbres. C'est rien de tout ça. C'est pas le changement climatique, c'est pas les insectes, c'est pas la pollution, c'est juste que les arbres vieillissent. Et donc ça, c'est un vrai scandale. C'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui publient ces données disent l'état de santé de la forêt européenne se dégrade. Sauf qu'en fait,
Ce que nous, on a démontré, c'est que ce qu'on voit, c'est que le réseau vieillit et les arbres vieillissent de plus en plus. Et donc, forcément, eh bien, ça se dégrade parce que l'âge est le premier facteur qui explique. D'accord? Et comme on revient toujours sur les mêmes arbres, eh ben, ils ont 30 ans de plus qu'au début de l'histoire. Donc, voilà, juste une petite parenthèse. On ne s'est pas fait que des copains en disant ça, parce qu'il y a plein de publications qui publient si on ne tient pas compte de l'âge dans l'analyse de la tendance, eh bien, on a des conclusions erronées. Après, c'est pas facile de tenir compte de l'âge, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que personne ne connaît l'âge des arbres dans les forêts. Ça a l'air bête, hein, mais quand même, ça aide de savoir si on est jeune ou vieux. En fait, personne ne connaît l'âge de ces arbres. C'est pour ça que je passe à une deuxième approche qui est ce qu'on fait pour essayer de comprendre et de dater depuis quand les arbres vont pas bien. Ce sont des analyses rétrospectives où on va faire parler les arbres, on va les utiliser comme une machine à remonter le temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que d'un seul coup ils se mettent à plus bien pousser ou au contraire à repousser correctement après des années difficiles. Donc cette discipline, ça s'appelle la dendrochronologie ou dendroécologie parce qu'on va relier ces croissances à des facteurs du milieu. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez tous. Quand on regarde une coupe, une souche d'arbre, on voit des stries comme ça qui sont les limites entre les anneaux de bois formés chaque année, qu'on appelle des cernes. Et si on compte les cernes jusqu'au cœur de l'arbre, on va avoir son âge. Ça, c'est ce qu'on voit ici. On compte, tac, 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 et on arrive, il a 150 ans. Bon. Si en plus de compter, on mesure l'écartement entre chaque limite, eh bien, on a l'accroissement en largeur, donc sur le rayon, en fait, de l'arbre, comment l'arbre a poussé. Et donc, toute notre discipline, alors, là, je vous ai montré sur une souche parce que ça vous parle. Dans la vraie vie, on coupe pas tous les arbres qu'on étudie. On fait juste des petites carottes de sondage. C'est ce qu'on fait ici sur la photo avec une tarière. On extrait un petit bout de bois jusqu'au cœur de l'arbre et on prépare l'échantillon. Ça, c'est les carottes qui ont été extraites de cette manière-là d'un chêne. Ça mesure 5 mm de large. On la coupe avec un microtome et on voit très bien les limites, beaucoup plus d'ailleurs que quand on essaye de compter ça à quatre pattes dans la forêt. Et toute l'interprétation qu'on fait de ces variations de croissance, eh bien, ça va être de voir si on peut les relier. Alors là, j'ai pris que des exemples climatiques. Ce qu'on sait, c'est que les anneaux très larges comme ça, c'est en général des années où il y a bien plu. Les anneaux très serrés, c'est des années où il y a fait sec, ou bien froid, ou bien chaud. Et donc, on arrive à interpréter ces variations avec des facteurs climatiques, mais aussi des facteurs sylvicoles, des facteurs d'espèces ou d'autres facteurs. Par exemple, des attaques d'insectes, on le voit très bien, les arbres poussent pas bien quand il y a une chenille qui a bouffé leur feuille. Et donc on parle de déférissement quand on a comme ça une succession d'années pendant lesquelles la croissance est inférieure par rapport à la croissance habituelle. D'accord? Je vous ai dit, c'est quelque chose de pluriannuel. Donc juste une année où la croissance n'est pas bonne, c'est pas un dépérissement, c'est juste une réponse à un facteur du climat en général. Mais là, quand ça dure plusieurs années, là, on se dit il y a une crise de croissance. Pendant quelques années, les arbres ont poussé moins bien. Ça, en général, c'est pas sur un arbre qu'on fait ça, c'est sur des grosses populations d'arbres, au minimum 100, 200, jusqu'à 800 échantillons pour une étude. Alors, à quoi ça sert ce genre de choses dans le contexte des dépérissements? Là, je prends un exemple d'une forêt que j'ai étudiée au tout début de ma carrière, qui est en Alsace. J'ai carotté 680 arbres, des chênes. Et j'ai retracé, j'ai compté les anneaux de croissance, j'ai mesuré et j'ai tracé ces courbes de croissance. Et ce qu'on a observé, c'est qu'à partir d'une... Alors moi, on m'a appelé parce que cette forêt dépérissait voilà, dans les années 95-96. On voyait que les arbres n'avaient pas de feuilles, etc., beaucoup de branches mortes. Et donc, il y avait un dépérissement en cours. Et en faisant cette analyse de croissance rétrospective, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y avait une population d'arbres, les rouges sur cette courbe, qui, depuis les années 72, commençait à moins bien pousser que les verts. Et ça, 72, c'est une année de sécheresse très forte en plaine d'Alsace. On voit que l'écart entre les deux courbes s'aggrave après les sécheresses de 89-91. Et ces deux populations d'arbres, en fait, elles ont commencé à se séparer à l'occasion d'un phénomène ici de sécheresse. Mais c'est seulement 20 ans plus tard qu'il y a eu des vraies mortalités observées. D'accord? Donc quand je vous dis que le processus est pluriannuel, là, ça a mis 20 ans pour arriver à la mort des arbres.
d'une partie des arbres. Ce qu'on a pu identifier, c'est que ces deux populations donc, sont deux espèces de chênes qui co-occurrent, qui poussent ensemble dans ces forêts-là. Mais il y en a une qui est plus vulnérable à la sécheresse. Ça, c'était les résultats de ma thèse qui ont établi ça. Donc, la courbe rouge, c'est des chênes pédonculés qui n'aiment pas la sécheresse. Et les autres sont des chênes sessiles qui sont plus tolérants à cette sécheresse. Donc, ce qu'il faut retenir de cette approche-là, c'est qu'on a pu mettre en évidence, retrouver qu'à travers la croissance, des différences de vulnérabilité à la sécheresse, qui se traduit dans la croissance, mais qu'on connaît du point de vue de la physiologie des arbres, qu'il y a des effets différés à très long terme, et que les dates d'induction de ces décrochements de croissance correspondent à des dates de sécheresse. On vient de terminer une autre étude ici sur le hêtre. Alors cette fois-ci, j'ai qu'une espèce, c'est que du hêtre partout. Et on a carotté des arbres dans ces trois catégories d'arbres. Vous reconnaissez mes photos. Des arbres qui vont bien, c'est les verts sur cette courbe. Des arbres un peu moches, c'est les bleus. Et des arbres très moches, quand on les a carottés, donc à la fin de l'histoire, c'était très moche, c'est les rouges. Et quand on trace cette courbe, alors ça c'est dans une très grande région, enfin c'est deux régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc ça fait un grand territoire. Ce qu'on voit, c'est que la croissance a eu plutôt tendance à augmenter dans cette première partie de notre courbe, qui commence en 1900. Et puis là, récemment, tous les arbres, même ceux qui sont en pleine forme là-bas, ont à l'inverse une croissance qui commence à diminuer. Et quand on regarde au fait ce qui se passe, c'est que ici j'ai représenté l'intensité de la sécheresse, donc du manque d'eau dans les sols, qu'on a calculé aussi rétrospectivement par modélisation, dans ces forêts qu'on a étudiées. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que finalement, ce gros décrochement qu'on a là correspond à une succession depuis 2015 d'années sèches, donc qui fait que même les arbres qui sont encore a priori beaux se cassent la figure en croissance. Et puis, que les arbres qui aujourd'hui sont les plus vilains, ils ont commencé à se séparer finalement depuis assez longtemps. Vous voyez, ça a commencé à partir d'ici, donc la séquence de sécheresse 89, 10, 11, là, qui est très connue pour avoir fait du tort aux arbres. Eh bien, on commence à avoir une sous-population dans ces forêts d'arbres qui vont pas récupérer complètement et qui vont finir par être les plus vilains et qui vont peut-être mourir. Alors, je vous ai parlé beaucoup de sécheresse. En fait, faut pas croire que les arbres meurent de soif. Alors, il y en a qui écrivent ça, y compris dans les grands titres de la presse. Les arbres meurent d'embolie massive. Moi, j'y crois pas du tout sur les arbres adultes. On peut faire mourir de soif des petits individus, mais des arbres adultes, en général, ils meurent d'une agonie plus complexe, plus lente, et où, en fait, tout se met à partir en cacahuète dans le fonctionnement de l'arbre. C'est pour ça que je parle de défaillance multiple, parce qu'il y a l'eau qui va plus marcher, il y a le carbone qui va plus marcher, il y a l'azote, parce que si on boit plus d'eau dans le sol, on se nourrit plus non plus, donc il va y avoir des tas de déséquilibres. Et à la fin, on a des forêts qui dépérissent avec beaucoup d'arbres morts, et en général, le dernier fossoyeur, ce sont les insectes. D'accord ? Donc on va parler aussi de comment les arbres luttent contre ces insectes. Alors, une autre information aussi que certains ont peut-être lu dans la presse, que la mortalité de notre forêt française a doublé, quadruplé, ça dépend des chiffres, depuis 10 ans. Moi, j'y crois pas du tout que ce soit une tendance, parce que les données, ça c'est ce qu'a publié l'inventaire forestier national en regardant cette partie-là de la courbe. D'accord ? Donc entre là et là-haut, oui, ça a beaucoup augmenté. Mais ce qu'on voit quand on regarde des données à long terme, et moi je milite pour que les ministères continuent à subventionner ces observations à long terme, eh ben, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est des vagues. D'accord ? Et que ces vagues, en fait, elles coïncident. Alors ça, c'est les mortalités à l'échelle nationale. Et donc, j'ai mis en face un indicateur de sécheresse qui est la superficie de la forêt française qu'on considère en situation de sécheresse, là aussi par modélisation de bilan hydrique. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que à chaque fois qu'on a des très grandes surfaces de forêts françaises qui sont soumises à des sécheresses intenses, voire exceptionnelles, eh bien, ça démarre une vague qui s'étale sur plusieurs années d'augmentation de mortalité. Et puis, on revient à un niveau plus bas et on reprend une augmentation de mortalité à la vague suivante. Donc, plutôt pas quelque chose d'augmentation tendancielle, mais des vagues qui correspondent aux successions d'anomalies de sécheresse.
Alors, je termine par l'écophysiologie pour les nuls. Donc, je sais que vous êtes très différents dans la salle et que vous n'êtes sans doute pas écophysiologiste. Alors, je vais vous le faire en bande dessinée. Grâce à un de nos doctorants qui a eu le prix de la thèse en 180 secondes. Et la récompense, c'était de traduire sa thèse en BD. Donc, il a gagné un partenariat avec des dessinateurs. Donc, il s'appelle Pierre-Antoine. Ça a été publié dans The Conversation, pour ceux que ça intéresse. On peut retrouver ça. En fait, il faut repartir de comment ça fonctionne un arbre, de manière très simple. Ça se nourrit d'eau, d'azote, de minéraux qui puisent dans le sol par absorption par les racines. Ça, c'est la nutrition qui passe par la sève de l'arbre. Et puis, il se nourrit en carbone en faisant de la photosynthèse, c'est-à-dire en transformant le CO2 de l'atmosphère, grâce à la lumière, en briques de sucre. D'accord ? Et donc, il utilise ce sucre pour grandir et faire nos anneaux de croissance, faire des feuilles, faire des racines, etc. Et il utilise une partie de ces sucres qu'il a en trop pour le stocker. D'accord ? Donc, il stocke le rab. Pourquoi je m'intéresse à cette fonction de stockage du rab? C'est qu'en fait, l'arbre, il met dans son frigo là, les sucres qu'il n'utilise pas, de façon à pouvoir fonctionner quand il va plus avoir de feuilles. Et ça, nos chênes, nos hêtres, là, c'est des espèces qui perdent leurs feuilles. Donc, en hiver, ils sont pas morts, hein, ils continuent à respirer. Ils ont donc besoin de sucre pour ce métabolisme. Ils ont besoin de résister au froid. Ils ont besoin de résister contre des bioagresseurs. Donc, ils vont, s'ils n'ont pas de photosynthèse, utiliser ce sucre de réserve. De même, si pendant 15 jours il pleut, qu'il fait moche, qu'il n'y a pas de soleil, bah, la photosynthèse, elle ne va pas bien marcher. Si c'est une phase pendant laquelle l'arbre pousse, il va pouvoir compenser le décalage entre son assimilation en pompant dans ses réserves. Et donc, ces sucres, ils servent à tout le métabolisme de l'arbre et à toutes ses fonctions vitales. Ça sert à sa respiration, j'en ai parlé. Ça sert à se reproduire, donc tout ce qui concerne la floraison, la fructification. Ça sert à faire les croissances. J'ai mis un S parce qu'on a parlé de la croissance du bois, mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire pousser les feuilles, les branches, les racines. Ça sert à se défendre contre les bioagresseurs. J'ai dessiné des insectes et des maladies plutôt fongiques. Et du coup, pour assurer tout ça, quand il y a des déséquilibres entre l'entrée par photosynthèse et ses besoins des différentes fonctions, eh bien, il y a une fonction qu'on appelle stockage de sucre. Alors, c'est les mêmes sucres que vous connaissez. C'est de l'amidon, du glucose, du fructose, du saccharose. Pas de scoop là-dedans. C'est les principaux. Mais quand on est en situation de sécheresse, comme on vient de se taper, là, vous avez vu mon histogramme sur les dernières années, 5, 6, 7 années de sécheresse consécutive, eh bien, ce schéma, il est très modifié parce que ça va plus marcher. Donc, l'entrée de carbone, pourquoi ça marche plus? Parce que pour économiser l'eau, les stomates se ferment. Et si les stomates se ferment, c'est super parce que ça économise l'eau, ça évite justement ces embolies massives, mais c'est aussi par là que le CO2 rentre dans la plante par photosynthèse. Donc si on ferme les stomates, la photosynthèse, elle va être beaucoup plus faible, donc on va fabriquer moins de sucre, toutes les fonctions vont être réduites, ça va pousser moins, ça va respirer un peu moins aussi, et puis quand ça va durer, le frigo va se vider. Et là, une fois que le frigo est vide, eh bien, ça pose problème, parce que l'arbre ne va plus avoir ce qu'il utilise habituellement, ces sucres, pour se défendre contre tout ce qui est bioagresseur. Et donc, s'il n'a plus assez de sucre, eh ben, il ne va plus être capable de faire face, parce que ce métabolisme de défense, qui est un métabolisme secondaire, qui n'est pas tout le temps actif, eh bien, ça coûte cher en carbone. Donc, s'il n'y a plus rien dans le frigo, qu'il n'y a plus de sucre, et que la photosynthèse ne marche pas bien, eh ben, les arbres ne vont plus arriver à résister. Et donc, c'est là que je parle de défaillances multiples. C'est que, voilà, il y a la croissance s'arrête, c'est le premier truc, ça on le sait. Les sucres, ça diminue. Si les sécheresses durent plusieurs années de suite, alors j'ai parlé des sécheresses, mais ça peut être aussi des défoliateurs. On parlait du hanneton, tous les 4 ans, si ça bouffe les feuilles des arbres, ces années-là, le taux de sucre diminue. Et donc, à terme, par rétroaction, ces dysfonctionnements du carbone, de la croissance, là, je n'ai pas parlé d'azote, mais on a le même schéma pour l'azote, va faire que le métabolisme de défense se casse la figure. Et ce qu'on est en train d'étudier et de démontrer, donc c'est en cours de publication, c'est qu'on démontre qu'il y a un seuil de sucre dans le bois de l'arbre, à partir duquel la probabilité des arbres de mourir augmente brutalement et de manière irréversible.
Donc on a un espèce de point de bascule là où l'équilibre est rompu et où là on ne peut plus survivre. Voilà, donc j'en arrête là pour expliquer un peu les différentes approches qu'on mène pour essayer de comprendre ce qui se passe quand les arbres dépérissent, voire quand ils meurent. Pour vous dire comment on réfléchit aujourd'hui sur les leviers qu'on peut avoir pour essayer de limiter ces risques de dépérissement. Alors on utilise un cadre d'analyse de risque qui est archi robuste en fait et qui est utilisé dans toutes nos disciplines aujourd'hui. En fait, on a un risque de dépérissement quand on a des peuplements ou des arbres qui sont vulnérables, qui se cognent des aléas climatiques, biotiques, anthropiques, peu importe, et que ça intéresse quelqu'un que ces arbres dépérissent. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux, et les enjeux principaux, ça va être les services que rendent ces forêts, la multifonctionnalité, la difficulté de renouveler les peuplements, le maintien de l'espèce. Ça, ce sont les enjeux qui font que les risques préoccupent les forestiers et la société. Les aléas, j'en ai parlé de quelques-uns, mais ça va être tout ce qui va être climatique, donc les sécheresses, les excès d'eau, les chaleurs ou les grands gels, les ravageurs, les maladies, tout ça sont des événements de type choc qui vont déstabiliser nos arbres. Et les facteurs de vulnérabilité, plus on bosse là-dessus, plus on en trouve. Donc, je vous ai montré un exemple avec l'essence, la différence entre deux espèces de chênes, un qui est vulnérable et l'autre moins. L'âge des arbres, plus ils sont vieux, ou au contraire, plus ils sont très jeunes, plus ils sont fragiles. La densité, c'est-à-dire la compétition entre les arbres, ça se joue beaucoup. Alors, c'est quelque chose qu'on mesure aussi par la quantité de feuilles portées par les parcelles, ce qu'on appelle l'indice foliaire. Le fait que les arbres aient une faible croissance avant de se cogner un aléa, ça, on voit que voilà, des arbres qui poussaient plus depuis très longtemps, ils vont moins bien réagir. Les questions de fertilité, donc hydrique et minérale des sols, et puis la question du taux de sucre, qui est vraiment un facteur qu'on est en train de faire émerger. Alors, quand on réfléchit à comment faire pour réduire le rond du milieu, là, si on veut réduire ça, on a besoin à tous les coups pour réduire la vulnérabilité, réduire les aléas ou changer les enjeux. D'accord? Et donc, les options, les leviers dont dispose le forestier vont être d'essayer de réduire l'une des composantes du risque. Et donc, ces options, en fait, moi, j'aime bien les rentrer dans le schéma parce qu'en fait, on va avoir des options qui vont jouer soit sur la vulnérabilité, soit sur les aléas. Et dans tous les cas, c'est aussi une manière un peu optimiste de se dire on rentre à l'intérieur du schéma de risque et ce qu'on fait, ça peut aggraver le risque ou ça peut l'atténuer. D'accord? Et donc, il y a des fausses bonnes idées, ce qu'on peut appeler de la maladaptation, des stratégies sylvicoles, par exemple, qui vont faire augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire, etc. Alors, la résilience, les enjeux, ils peuvent aussi changer. J'ai parlé de multifonctionnalité sur la diapo précédente. Sur celle-ci, je parle de séparation et d'abandon de certaines fonctions. Voilà, la forêt en Alsace dont je vous ai parlé, c'est une forêt dans laquelle, pour les 20 ans à venir, le service de production de bois va être abandonné parce que la forêt ne pousse plus. Donc, c'est pas qu'on a décidé de plus... voilà, ça ne pousse plus. Donc, il n'y a plus de service production. Ça télescope quand même pas mal les esprits quand on commence à voir ce genre de choses. Ce qu'on peut faire pour atténuer la sécheresse, on peut travailler par la sylviculture. Donc ça, c'est une grosse partie de nos activités de recherche dans mon unité, d'essayer d'imaginer des itinéraires sylvicoles qui sont plus économes en eau. Et donc, ça va être par le dosage de la compétition entre arbres. Atténuer les pressions biotiques. Donc, on a parlé à midi des ravageurs, comment on peut essayer de ne pas aggraver la situation par les actions sylvicoles. Et puis, réduire les vulnérabilités. Donc, il y a plein de leviers possibles. On peut substituer les essences par celles qui sont les moins vulnérables. On peut rajeunir pour éviter d'avoir des arbres trop vieux. On peut protéger les sols pour pas perturber et dégrader leur fertilité. On peut diversifier. Enfin, il y a pas mal de choses. Le problème, c'est que ça, ce sont des solutions biotechniques que la recherche peut proposer. Dans la vraie vie, il faut tenir compte que tout ça se passe dans ce qu'on appelle le socio-écosystème autour de la forêt et du bois. Que la forêt et le bois, c'est quelque chose qui, d'un côté, génère des emplois, des produits qui sont importants pour beaucoup de solutions, y compris d'atténuation, parce que si on utilise plus de bois, il faut bien qu'à un moment on coupe des arbres pour utiliser moins de béton, par exemple, en construction.
Ça se passe aussi avec les forestiers qui doivent décider s'ils changent ou pas leurs pratiques. Et les forestiers, c'est quelque chose d'extrêmement conservateur qu'ils font comme on fait depuis toujours, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi. Mais donc là, pour faire bouger ça, ouais, il y a des freins. Et puis il y a aussi les attentes de la société qui aujourd'hui voient la forêt comme un lieu pour faire des câlins aux arbres, pour se ressourcer, pour protéger la biodiversité, mais certainement pas pour produire du bois. Donc dans tout ça, les différentes options d'adaptation, c'est pas moi qui vais décider ce qu'il faut faire. Et c'est là que on travaille en multidisciplinarité avec des sociologues, des anthropologues, des historiens pour voir aussi comment au cours des siècles ces services ont changé. Voilà, j'en dis pas plus. C'est pour ouvrir la discussion. Tu veux que je t'en gris? Vous connaissez le principe, on a le temps pour critiquer précision sur la provocation et on gardera les questions plus thématiques pour le débat à la fin. Donc s'il y a quelques questions. Juste une question d'éthique, ce suivi des parcs classés, du coup, quand il y a des jeunes arbres qui reviennent, soit par plantation, par régénération, ils sont suivis, ils intègrent ou... Ils sont suivis, mais pas tout de suite. Il faut déjà qu'ils soient grands. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient dans la strate arbustive, et donc pas tant qu'ils sont au stade régénération, ils ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas de mesure même de la régénération? Non. Non. Ça, c'est des données qui sont manquantes, la régénération, sur tous les réseaux, que ce soit le réseau de suivi du 16-16, là, le réseau systématique, et même à l'inventaire forestier, on a poussé, donc ils sont en train de tester des protocoles pour prendre en compte la régénération, sachant que c'est une grosse boîte noire pour l'instant, quoi, dans les suivis à long terme. On a des projets où on fait ces boulots-là, c'est quand même très très galère à faire, donc du coup, c'est un peu pour ça que personne ne le fait de manière un peu étendue, mais on a insisté dans les indicateurs de gestion durable, puisque j'ai beaucoup bossé avec ce groupe-là, pour intégrer cette information comme un indicateur de durabilité à l'échelle écosystème. Question? Et tout à fait au début, vous avez l'air de, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, de donner le vieillissement des arbres comme une raison importante, quoi, parmi d'autres. Mais ensuite, ça n'est plus apparu comme un facteur dominant, mais comme un facteur parmi d'autres. Comment C'est un facteur en fait que ensuite moi je peux prendre en compte parce que je connais l'âge des arbres. Et ça c'est grâce au couplage entre les approches de dendrochronologie, où je compte chaque fois l'âge de mes arbres. Mais en gros, il n'y a que moi qui connais, que dans cette discipline-là qu'on a l'âge des arbres précisément. On le sait dans les plantations, donc en résineux en général, dans les plantations de Douglas, on sait quand est-ce que ça a été planté. Là, on a l'info, mais en général, en feuillu, et dans les 90% de la forêt française, on ne connaît pas l'âge des arbres. Donc, connaissant l'âge des arbres, en fait, moi, j'extrais ce signal âge pour ne garder que les variations sur les autres facteurs que j'étudie, l'effet du climat, l'effet des insectes, etc. C'est assez compliqué statistiquement d'éliminer cet effet de l'âge. Et donc moi, je suis arrivée avec une formation d'écophysio dans un labo qui m'a dit l'effet de l'âge, ça nous emmerde, donc on l'enlève statistiquement. Et donc il y avait des débats statistiques entre mes collègues. Puis un jour, j'ai dit oui, mais moi, j'aimerais bien en tant que physiologiste comprendre qu'est-ce que c'est le vieillissement. Donc j'ai parallèlement des travaux plutôt d'écophysiologie où je regarde qu'est-ce qui change dans la physiologie des arbres. Et en fait, c'est très compliqué parce que plus les arbres sont vieux, plus ils sont gros. Et donc il y a une confusion entre l'âge et la taille. Par exemple, un gros arbre, il respire plus qu'un petit parce qu'il a plus de biomasse. Donc voilà, donc il faut arriver. Et donc pour décorréler ça, on travaille par chronoséquence, c'est-à-dire on échantillonne à une date donnée des arbres dans différentes classes d'âge, et là on peut proprement analyser l'effet de l'âge. On vient de le faire là dans la thèse qui a été soutenue lundi là sur le hêtre, pour tester l'hypothèse que en dehors d'un contexte de dépérissement, déjà quand tout va bien, que les arbres poussent bien, qu'on est sur des très bonnes stations, est-ce que les arbres vieux répondent moins bien à la sécheresse que les arbres jeunes? Et en dehors d'un contexte de dépérissement, on n'a pas mis en évidence qu'il y avait un effet du vieillissement sur la réponse à la sécheresse. Par contre, à chaque fois qu'on regarde le vieillissement dans des réponses, dans des situations de dépérissement, on a un effet de l'âge.
Donc voilà, on en est là. C'est des sujets que moi je traite dans mon équipe. Alors c'est pas forcément toujours moi, mais en tout cas dans mon équipe, je tiens à ce qu'on avance sur la connaissance de la physiologie au cours du vieillissement des arbres. Question. Merci. Merci pour l'attention. On sait que les arbres ne meurent pas de soif. Je veux savoir, cette conception s'applique uniquement aux lieux ou bien aux végétaux, et en parlant des herbacées. Parce que nous voyons que pour cette catégorie d'individus ou d'espèces, eh bien, l'effet de la sécheresse est très net sur ça. Et quand il y a fillerie et plus, on voit que la mortalité s'ensuit. Maintenant, dans votre développement, par la suite, nous avons aussi compris que le point du bascule qui amène vers la mortalité en partie dépendant aussi de l'absence de l'eau. Donc enfin, est-ce qu'on pourra vraiment dire et retenir que l'arbre ne meurt vraiment pas de soif? Alors, oui, moi je fais une différence très nette entre les herbacées et les arbres. Parce que les arbres, ils ne meurent pas instantanément. Et moi, depuis 30 ans, je n'ai jamais vu un arbre mourir en une fraction de seconde. Voilà. Et si vraiment on avait cette défaillance hydraulique qui tuait l'arbre, ça ne mettrait pas 5 ans à mourir, quoi. D'accord? Donc chez les herbacées et chez les jeunes arbres, on arrive à les faire mourir d'embolie massive. Ça, on y arrive sur des jeunes arbres. Et donc la différence vraiment entre justement dans le vieillissement, hein, et donc dans le fait qu'on étudie des organismes pluriannuels, j'ai les mêmes approches sur la vigne, hein, dans certains projets, parce que j'étais associée à des projets de dépercement sur la vigne, qui est aussi une plante pérenne. Eh bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est toujours des processus qui mettent plusieurs années pour arriver à la mort de l'arbre. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas aucune contribution du dysfonctionnement hydrique. Je pense que c'est d'ailleurs plutôt au niveau du phloème qu'au niveau du xylème que les dysfonctions sont importantes. Mais sur les arbres, je pense qu'on a quand même maintenant accumulé pas mal d'expériences où on s'est efforcé à contrôler. Voilà, moi j'ai essayé de faire mourir des arbres de pure défaillance hydraulique, des autres de pure défaillance de carbone, et des autres où j'ai laissé mourir spontanément. Et donc ça, en conditions expérimentales sur des arbres de 12-13 ans, on a démontré que là aussi, on a eu 0 mort de sécheresse hydraulique pure, et que tous ceux qui sont morts avaient un taux de sucre dans les chaussettes, quoi. En complément, je suppose que les arbres ont été suivis dans le temps. Il y en a des forcément qui sont de terre ferme, et il y en a aussi, je suppose, qui sont des zones humides. Est-ce que dans vos travaux, vous avez essayé de voir un peu quel est le comportement selon que les individus sont sur des terres fermes, et quel est le comportement selon qu'ils sont dans les zones humides qui sont quand même tout le temps? Oui, et ça, on a regardé ça, et on voit des choses vraiment très, très perturbantes. On a des résultats très contradictoires. Il y a des situations où les arbres qui poussent sur les stations sèches souffrent plus quand il y a des sécheresses et meurent. Et on a des situations inverses où les arbres sur stations sèches se sont acclimatés à ces conditions-là, donc sont moins hauts, ils ont moins de feuilles, ils n'ont pas beaucoup de racines, mais c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas beaucoup de feuilles. Et donc ces arbres-là peuvent se trouver particulièrement résistants. Donc en fait, selon les situations, aujourd'hui, on n'a pas de conclusion générique. Moi, dans mes propres travaux, j'ai les 2 cas de figure qui se sont présentés, aussi bien sur feuillus que sur conifères. On a des résultats qui peuvent être contradictoires, et qu'on essaye justement de dépatouiller un peu plus sur la physiologie et les allométries, en fait, les équilibres fonctionnels, principalement éco-hydriques, hein, entre l'offre du sol et du climat d'un côté, et puis la morphologie d'arbre et ses besoins en eau individuels. Oui, ouais, on aura le temps de discuter après, on va passer à la présentation suivante. Vous gardez votre question pour tout à l'heure? Oui, gardez une question. Oui, c'est à quoi on n'arrivait pas à dire à quoi correspondait la carte de gauche et la carte de... Alors, celle de gauche, c'était l'état en 2023. Donc, la dernière donnée disponible, c'est-à-dire tous les points rouges, orange et noirs, c'était des arbres qui avaient perdu au moins un quart de leur feuillage par rapport à l'arbre idéal. Et la carte de droite, c'était comment ça a évolué en 10 ans, entre 2010 et 2020. Et donc là, plus c'était rouge,
enfin tous les points rouges, c'était des arbres qui se sont dégradés, les verts, c'était des arbres qui s'étaient améliorés, et les gris, c'est des arbres qui n'avaient pas d'évolution significative. Donc c'était pour dire que depuis 10 ans, ce qui rejoint mon effondrement de croissance depuis 10 ans, en fait, les arbres se dégradent, et ça, pour nous, c'est l'effet direct des sécheresses. Merci, donc